je crois qu'il est temps de commencer. Alors, je ne vais pas saluer tout le monde parce que vous êtes quand même très très nombreux. Peut-être avant de faire du droit et avant de prendre l'air sérieux qui m'a caractérisé hier dans la vidéo et que l'on m'a reproché, mais c'était une décision de la Cour de cassation, je n'allais pas non plus faire le joyeux de rille. Je voulais avoir avec vous un petit moment d'émotion pour vous dire d'abord que je suis excessivement heureux, même si je ne le montre pas, de cette décision, parce que c'est l'aboutissement de 5 années de travail, de combat. Je n'ai jamais été seul, j'ai d'abord été accompagné par toutes les personnes qui m'ont fait confiance, et vous avez été plusieurs milliers depuis le début. Et après, il y avait les associations qui ont fait un travail extraordinaire, qui nous ont permis d'entretenir la relation avec le public et de continuer le plus possible, même pendant la Covid, de vous donner des informations, de vous communiquer des informations, et ça c'est un point important. Et puis, je n'y serais pas arrivé sans une équipe formidable que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais qui est indispensable et qui fait que tout roule sur des roulettes, que tout se passe bien et que justement on peut faire avancer le droit, parce que c'est bien ça dont il s'agit. La décision d'hier, la décision de la Cour de cassation du 16 mars 2022 est une nouvelle page de jurisprudence. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que c'est la Cour de cassation elle-même qui le signale. Alors vous n'avez pas fait de droit, mais je vous l'explique. Lorsque la Cour de cassation aura un arrêt, elle a un mécanisme de signalement pour dire que cet arrêt est important. Notamment, elle le publie au bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Quand un arrêt est publié, ça veut dire que la Cour de cassation veut que tout le monde le connaisse parce qu'il apporte une solution, soit inédite, soit il confirme une ancienne décision, mais qui est utile à tous les justiciables et à toutes les jurisprudences à venir. Donc, hier, la Cour de cassation a non seulement classifié cet arrêt comme un arrêt de publication, mais elle est allée encore plus loin. Elle a fait ce qu'on appelle un communiqué de presse pour permettre à des non-juristes d'en comprendre l'importance. Alors, il faut comprendre et revenir sur le sujet principal. Je vous le rappelle, nous sommes dans le dossier du lévothyrox. Au mois de mars 2017, Merck, en accord avec la NSM, a décidé de modifier la formule du lévothyrox. Elle n'a pas modifié le principe actif, c'est-à-dire le principe qui soigne. C'est toujours le même, c'est la fameuse lévothyroxine. Mais comme vous le savez, la lévothyroxine est un médicament à marge thérapeutique étroite. Ça veut dire que quelques millionièmes de grammes de différence, 12,5 pour être précis, suffisent pour que le médicament qui vous soigne ne vous soigne plus et voire vous rende malade. Et ça, Merck et la NSM le savent parfaitement. Ce qui a changé dans le nouveau médicament, c'est donc pas le principe actif, ce sont les excipients. Depuis à peu près 40 ans, depuis 1980, le lévothyrox avait pour excipient du lactose, principalement. Il y en avait d'autres, mais c'est principalement du lactose. Et pour des raisons qui restent encore mystérieuses, même si on peut penser que c'était pour renouveler le brevet qui arrivait à expiration en 2019, Merck a décidé de modifier la composition et donc de remplacer le lactose par un autre excipient, que l'on appelle, deux autres excipients en fait, le mannitol et l'acide citrique. Et c'est cette modification qui a, semble-t-il, affecté l'assimilation du produit. Je vous rappelle que lorsque on fait une modification d'un médicament, même si cela ne concerne que les excipients, on doit faire la démonstration que le nouveau médicament a au moins les mêmes vertus thérapeutiques que l'ancien, et surtout qu'il n'entraîne pas d'effets indésirables nouveaux. Et pour faire cela, on doit faire ce qu'on appelle un test de bioéquivalence. Et c'est là que Merck a commis une erreur qui est plutôt une faute, voire qui sera même peut-être un jour qualifiée d'une faute pénale, c'est qu'elle a truqué ce test de bioéquivalence. Tout simplement, comment a-t-elle fait? Lorsqu'on fait un test de cette nature, on doit le faire normalement sur 12 à 24 malades sains,
pas malades sains, de personnes saines, pour tester la concentration du produit dans le sang. Et là, ils sont passés non pas de 12 à 24, mais à 200 personnes. Pourquoi un tel nombre de personnes testées? Tout simplement parce que, en faisant le test de bioéquivalence, ils ont réalisé une moyenne. Cette moyenne permettait d'aplatir les différences et donc de donner l'impression que le test était parfait dans 95% des cas, en moyenne. Mais si on allait voir dossier par dossier, les 200 dossiers, on se rendait compte que dans 2 cas sur 3, la moyenne, l'équivalence, la bioéquivalence n'était pas respectée. Ça, Merck le savait, l'ANSM ne l'a pas vu ou n'a pas voulu le voir, en tout cas aurait dû faire ce qu'il fallait et n'a pas fait ce qu'il fallait. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'ANSM. Donc, première chose, on change la formule et là, l'information du public ne suit pas. Partout en Europe, il va y avoir une information qui va être faite par Merck directement sur les boîtes ou dans les boîtes ou dans la notice. Et en France, on se contente de 3 petits gris-gris dans la notice qui sont illisibles et qui ne permettent pas aux malades que vous êtes de savoir que la formule a été changée. Et c'est là que c'est grave parce que ce changement va entraîner pour beaucoup d'entre vous, les chiffres sont discutés, mais c'est entre 300 000 et 1 million de personnes, ce qui est quand même beaucoup. Donc pour entre 300 000 et 1 million de personnes, ça va entraîner des difficultés d'assimilation de la lévothyroxine. Et ça va se traduire, dans le meilleur des cas, par une fatigue, mais dans d'autres cas, et même les cas les plus graves, des grands problèmes de santé qui vont aller parfois, et on a en tout cas une enquête qui est en cours là-dessus, jusqu'à au moins une douzaine de décès identifiés. Et tout l'intérêt de la procédure que nous avions faite, c'était de dire, c'est au fabricant du médicament d'établir c'est au fabricant du médicament d'informer directement les malades. Il ne peut pas se cacher derrière les médecins ou les pharmaciens pour dire moi j'ai fait mon travail. Non, c'est lui qui a le contrôle à la fois de la fabrication du médicament et de la boîte, et c'est notamment sur cette fameuse boîte qu'il avait l'obligation d'informer le public. Il ne l'a pas fait. Ça a donc occasionné des préjudices. Et là, il y a un petit peu de droit qu'il faut que vous compreniez. Pour faire simple, en droit, on distingue 2 types de préjudices. Vous avez ce qu'on appelle les préjudices corporels. C'est simple à comprendre, c'est tout ce qui est une atteinte au corps, mais ça peut être aussi une atteinte psychique. Donc pour le préjudice corporel, la grande difficulté, c'est qu'il faut une expertise médicale contradictoire. Ça prend beaucoup de temps et ça coûte très cher. On ne pouvait pas organiser une expertise médicale dans les délais qui étaient impartis pour 4000 personnes en 2017. C'est impossible. Dans des dossiers similaires, je pense notamment aux prothèses PIP, au dossier du Mediator, etc., il a fallu créer des commissions spéciales d'indemnisation, qui d'ailleurs indemnisent très mal, et qui ont mis 3 à 5 ans pour simplement faire des expertises. Donc vous voyez, c'était partir dans une usine à gaz très complexe qui n'aurait pas permis de satisfaire vos demandes. Et puis à côté donc du préjudice corporel, il y a le préjudice moral. C'est le fait que, grosso modo, entre mars et septembre, vous avez été abandonné. Abandonné par vos médecins, abandonné par la NSM, abandonné par le ministère de la Santé, et évidemment abandonné par Merck, puisqu'on ne vous a pas cru. Vous disiez que vous étiez fatigué, que vous perdiez des cheveux, que vous n'aviez plus aucune énergie, et j'en passe, vous le connaissez mieux, vous savez mieux que moi. Et donc, vous ne compreniez pas ce qui se passait. Certaines personnes étaient très inquiètes et ont fait des examens, parce que les médecins non plus ne comprenaient pas ce qui se passait. Et on fait parfois des examens extrêmement intrusifs parce qu'il y avait des soupçons de cancer. Donc tout ce laps de temps a créé une incertitude, une inquiétude, une anxiété qui résulte directement du défaut d'information qui est imputable à Merck. Et donc, toute la procédure que nous avions perdue en première instance, je fais une parenthèse, contrairement à d'autres, quand on perd une procédure, nous on le dit et on vient devant vous s'expliquer.
on ne le planque pas, on ne l'oublie pas, on en parle. Je ferme la parenthèse. On a perdu en première instance, on est allé en appel l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, oui, ça va vite, devant la cour d'appel de Lyon, on a gagné, et la faute de Merck a été reconnue, et la cour d'appel a octroyé une somme qui est faible, bon, il faut le dire, j'appelle ça la pingrerie des juridictions françaises, mais c'est normal, c'est normal. Il faut se battre pour les faire évoluer, on est encore très très loin des seuils américains, mais peu importe. Donc on a gagné devant la cour d'appel de Lyon l'indemnisation des participants à la procédure. Je reviendrai là-dessus dans un instant. Pour le moment, je fais un grand exposé, après on en rediscutera dans le détail. Et donc là, Merck a décidé de se pourvoir en cassation. Pourquoi Merck est-elle allé en cassation? Tout simplement parce que cette jurisprudence que nous venons de créer pose un problème non seulement à Merck, mais également à tous les producteurs de médicaments ou de dispositifs médicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à présent, on était enfermé dans l'application stricte d'un régime de responsabilité qui s'appelle la responsabilité des produits défectueux. C'est un régime qui vient d'une directive de 1985 et qui, en apparence, donne l'impression qu'il est favorable aux consommateurs ou aux usagers, mais en réalité, il est extrêmement complexe à mettre en place. Et en matière de médicaments, les auteurs, les professeurs de droit, les praticiens, étaient arrivés à la conclusion qu'il était quasiment impossible de mettre en application ce régime parce que forcément, le médicament qui est en circulation n'est pas défectueux. Et tout l'intérêt de notre procédure, c'est de se mettre à côté de ce régime restrictif pour ouvrir une nouvelle brèche dans la responsabilité pour dire il y a un autre moyen d'attaquer les laboratoires pharmaceutiques ou les industriels, et cet autre moyen, c'est le défaut d'information. À partir de là, on comprend bien que Merck ne pouvait pas laisser prospérer cette nouvelle façon de voir les choses, et c'est la raison pour laquelle ils se sont pourvus en cassation. En cassation, je vous la fais courte, ils avaient développé 3 séries d'arguments. Les 3 arguments ont été rejetés purement et simplement par la Cour de cassation. Ce qui veut dire que l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon est aujourd'hui définitif. Il ne peut plus être remis en cause. Cela veut dire que pour les 3300 personnes qui ont participé à la procédure devant la Cour d'appel, elles vont être indemnisées. Alors, de grâce, s'il vous plaît, je ne vais pas envoyer les virements demain. Ça nous demande un peu de temps d'organisation, de vérification, de savoir si on a tous les RIB, etc., etc. On commencera les règlements pour les 3300 qui étaient devant la Cour d'appel de Lyon à partir du mois d'avril. Vous avez attendu 2 ans, vous pouvez bien attendre encore 15 jours. En revanche, et ça c'est important, rappelez-vous, devant le tribunal d'instance, nous étions 4113 participants. Quand il a fallu faire appel, certains n'ont pas eu confiance, c'est leur droit. Et il y a à peu près 800 personnes qui n'ont pas suivi un appel. Ces personnes-là ne peuvent pas venir réclamer l'indemnisation. Elles ont renoncé. Et en ayant renoncé, elles ne pourront plus l'obtenir d'une autre manière. En tout cas, au civil. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette procédure. J'essaie de faire court parce que je sens qu'il y a beaucoup de questions qui vont arriver et je vais essayer de répondre à toutes les questions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On pourrait se dire, super, on a gagné au civil, on relance une action collective pour tous ceux qui n'ont pas pu participer. Oui, on peut se le dire. Pour autant, on a un autre problème. Et c'est un problème qui est suffisamment dangereux pour que je n'ai pas envie de vous faire prendre un risque. Je m'explique. Au civil, la prescription est de 5 ans. 2017-2022, vous voyez déjà où je viens en venir. On a une discussion sur le point de départ. Merck risque de dire le point de départ, c'est la première mise en circulation du produit, c'est-à-dire le 27 mars 2017. 27 mars 2017, 27 mars 2022, vous voyez, en 15 jours, même pas en 10 jours, on n'a pas le temps de réunir toutes les personnes intéressées, de constituer les dossiers et d'écrire l'assignation.
On pourrait dire, c'est ça ma position, que le point de départ de la prescription, c'est la connaissance par le public du changement. Et cette connaissance, c'est surtout à partir de l'article du Parisien de Florence Méréau du mois d'août 2017, qui révèle au grand jour le changement et les problèmes issus du changement. Mais, vous voyez, il y a cette zone d'incertitude qui est, me semble-t-il, assez importante, et je ne veux pas à la fois vous faire dépenser des sous pour faire une procédure dont je ne suis pas certain qu'à la fin des fins, on va y gagner. C'est la raison pour laquelle je ne vous propose pas de lancer une nouvelle action civile. Mais, vous l'avez vu, en septembre de l'année dernière, nous avions commencé un nouveau procès, non pas contre Merck cette fois, mais contre l'ANSM. Et cette procédure, nous l'avions clôturée, je crois, au mois de novembre, avec plus de 1100 personnes. Eh bien, à partir de la semaine prochaine, laissez-nous encore un petit peu de temps aussi de nous organiser, ceux qui voudront pourront venir s'inscrire dans cette procédure contre la NSM. Première solution. Et puis nous avons une deuxième solution sur laquelle nous sommes en train de travailler. Ceux qui souhaitent véritablement poursuivre de manière sévère Merck et la NSM, vous avez la possibilité de venir au pénal. Et pour la procédure au pénal, je vous rappelle que nous sommes encore dans la phase d'enquête, donc on est encore très loin du renvoi devant le tribunal correctionnel, donc vous avez tout à fait la possibilité de venir en tant que partie civile. Et là, petite précision, vous êtes très nombreux, je crois qu'il y a plus de 10 000 personnes qui avaient porté plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Cette plainte n'a pas de véritable effet juridique. C'est simplement une information que vous avez donnée à la justice pour dire « je suis victime et pensez à moi ». Le moment venu, vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà le cas, je vais répondre à toutes les questions. Attendez, ne posez pas toutes les questions en même temps. Je vois des questions qui défilent, je vais y répondre, même les questions difficiles sur le coup. J'en étais au pénal, oui, donc vous allez porter plainte au commissariat pour la gendarmerie et vous allez recevoir, si ce n'est pas déjà le cas, ce qu'on appelle un avis à victime. Et il faut passer par la constitution de partie civile pour être véritablement partie à la procédure. Et c'est en étant partie à la procédure que vous pouvez, participer, savoir ce qui s'y passe, donner des indications au juge et surtout, le moment venu, présenter vos demandes de dommages et intérêts. Et le grand intérêt, c'est que vous pouvez demander bien évidemment le préjudice moral si vous n'avez pas été indemnisé en première instance au civil, mais surtout, vous pouvez demander la prise en charge du préjudice corporel. Ça nécessitera certainement une expertise individuelle, mais au pénal, on a plus de temps pour préparer tout ça. Donc, le pénal vous permettra de participer plus ou moins activement à la procédure. Et ce sur quoi nous sommes en train de travailler, mais je ne peux pas encore vous donner exactement les conditions, c'est que nous avons bien conscience qu'il y a des personnes qui veulent juste participer au pénal de manière, je dirais, pour être présente et éventuellement présenter juste une indemnisation du préjudice moral. Et puis après, il y a des dossiers plus lourds, plus conséquents, qui demanderont une analyse approfondie, une expertise, etc. Et dans ce cas-là, il faudra faire un dossier plus complexe et le coût ne sera pas le même. Donc on est en train de calibrer tout ça. Je suis désolé de ne pas vous donner toutes les explications ce soir, mais écoutez, on a la décision depuis hier, ça fait à peine 24 heures. Toute l'équipe est ravie, mais aussi se prépare pour les batailles à venir. Donc on va vous informer prochainement par toutes les voies que vous connaissez, Facebook, les emails, le site myleo.legal qui est la nouvelle plateforme que nous avons mise en place, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous voyez, j'essaye de resserrer au maximum pour que les choses soient à peu près claires. Maintenant, je vois vos questions qui défilent, donc je vais les prendre les unes après les autres. Oui, Merck est condamné à payer les dépens et l'article 700. Ça veut dire que sur en plus des 1000 euros, Merck doit payer les 300 euros d'article 700 qui ont été décidés par la Cour d'appel.
Donc ça veut dire que j'ai sur un compte à la CARPA c'est la banque des avocats. J'ai un compte sur la CARPA, 1300 euros. Et la raison pour laquelle il faut que je fasse les calculs pour les répartitions, c'est que certains d'entre vous ont tout payé, d'autres ont payé en partie, etc. Donc il faut que dans chaque dossier, on vérifie qui a droit à quoi. Et ça, vous recevrez individuellement, et ça on ne va pas le traiter collectivement, vous recevrez individuellement une information concernant votre dossier pour savoir à combien vous avez droit en fonction de la convention d'honoraires que nous avons signée. La décision est définitive. Merck ne peut plus faire de recours. On pourrait imaginer, mais c'est très hypothétique, un recours à la CEDH, à la Cour européenne des droits de l'homme, et je ne vois pas ce qu'il y a dans ce dossier a été une violation des droits de l'homme de Merck. Donc il faut arrêter. Cet arrêt est définitif. Ça veut dire que la décision de la Cour d'appel ne peut pas être remise en cause. Alors ça c'est une question importante. Je vais prendre le temps de répondre. Nous sommes dans le cadre d'une procédure en indemnisation. Ça veut dire que cette procédure n'a pas pour objectif d'imposer à Merck le retour de l'ancienne formule. Première réponse. Le pénal non plus ne permettra pas le retour de l'ancienne formule. Nous avons essayé, avec les associations, en 2018, et puis quelques centaines de demandeurs, d'obtenir le retour de l'ancienne formule devant le Conseil d'État. Ça nous a été refusé, au prétexte que le gouvernement, le ministre de la Santé, n'aurait pas vocation à donner des instructions aux industriels. On peut en douter quand on voit ce qui s'est passé pour les vaccins, mais passons. Donc à l'heure actuelle, il n'est pas possible de réclamer le retour de l'ancienne formule. Les autres associations qui s'y sont frottées après nous ont eu aussi, sans qu'elles le disent, perdu. Donc on pourrait lancer encore une fois une procédure, mais j'essaie de faire des procédures qui sont gagnantes. Donc malheureusement, en droit, je n'ai pas les moyens de vous proposer une procédure suffisamment forte pour imposer le retour de l'ancienne formule. Après, les élections présidentielles bientôt, vous pouvez très bien essayer d'intéresser les candidats là-dessus ou les futurs députés. Mais j'y crois pas trop, c'est pas mon travail, moi je fais pas de la politique, je fais du droit. Donc pour le retour de l'ancienne formule, je suis désolé de vous le dire, à la fin 2022, pour le moment, peut-être que ça sera encore renouvelé un peu plus tard, à la fin 2022, on ne trouvera plus les lévothyrox avec lactose. Donc il faut qu'avec vos médecins, vous commenciez à préparer le changement. Je ne sais pas ce qui se passe en Tunisie ou au Maroc, mais Merck a décidé à un niveau mondial d'arrêter la production avec lactose. Donc tôt ou tard, ça sera terminé. Donc autant malheureusement l'admettre et commencer à se préparer. Parce que sinon, vous allez avoir de graves déconvenues. Et ce qui est important, c'est de le préparer avec un médecin et un suivi médical adéquat. Alors, je ne comprends pas trop la question, mais au pénal, l'avocat vous représente, comme dans les autres procédures civiles. Ça veut dire que vous pouvez assister aux audiences quand il y aura une audience, c'est parce que les audiences sont publiques en France. J'allais dire, à cause de l'actualité, on n'est pas dans la Russie de Poutine. Donc les audiences sont publiques en France, et donc si vous pouvez y assister, mais il n'y a pas d'obligation d'y assister. Mais on n'en est pas encore là, puisque au pénal, on en est encore, je vous l'ai dit, dans la phase d'instruction. Et je vous rappelle, je l'ai écrit à l'époque, et je l'ai dit aussi à l'époque, nous avons au moins 5 ans de procédure d'enquête avant que ce soit renvoyé devant le tribunal. On arrive au bout de 5 ans, d'après moi l'enquête n'est pas terminée, il y a encore au moins 1 ou 2 ans avant que ce soit terminé. Vous allez pouvoir poursuivre avec le Thyrox jusqu'à la fin de l'année. Après, sauf si Merck décide le contraire, il sera difficile d'en trouver, voire impossible. Non, il n'y a pas d'action contre Buzyn parce que nous pensons que ce n'est pas la ministre qui est responsable, c'est la NSM. C'est elle qui a mal fait son travail, c'est elle qui n'a pas fait le suivi qu'il fallait au moment de la crise du lévothyrox, et c'est elle qui n'a pas cru les malades. Au contraire, on pourrait presque dire, Madame Buzyn, elle a fait en sorte que vous ayez une alternative et que vous puissiez choisir autre chose que du lévothyrox nouvelle formule. Parce que sans ça, vous auriez été tous
dans une situation très inconfortable à l'automne 2017, c'était que vous aviez que le lévothyrox. Heureusement, on a proposé d'autres produits et grâce à cela, il y a eu la possibilité, pour la plupart d'entre vous, la plupart, pas tous, pour la plupart d'entre vous, de trouver des solutions dans lesquelles ils sont confortables. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je suis qu'avocat, je ne vous donne que des indications juridiques. Ce que je peux vous dire, c'est que le lévothyrox, l'ancienne formule lactose, normalement, tôt ou tard, va disparaître. Je suis pas. Alors, quelqu'un insiste en disant Buzyn est aussi responsable que l'ANSM. Non. La décision d'autorisation de mise sur le marché, elle est prise par l'ANSM. Donc, c'est elle qui doit répondre de ses actes. Et c'est pour ça qu'on a fait la procédure contre l'ANSM. Puis, petite parenthèse, si vous voulez aller chercher la responsabilité de Mme Buzyn, ça va être une nouvelle procédure devant ce qu'on appelle la Cour de justice de la République, qui est une cour de justice un peu particulière, qui est composée de 3 magistrats professionnels, membres de la Cour de cassation, me semble-t-il, et de 9 ou 12, je ne sais plus, politiques, sénateurs et députés. Donc c'est une cour qui est plus politique que judiciaire ou de justice, et donc les condamnations sont très rares, ou si elles sont de principe, elles n'apportent pas grand-chose. Donc si vous voulez faire l'aventure d'aller attaquer Mme Buzyn, libre à vous, il y a des tas d'avocats qui peuvent le faire, surtout bon, je les commente pas, je dis. Il y a des tas d'avocats qui peuvent le faire, moi je ne le ferai pas parce que je n'y crois pas. Voilà, les choses sont dites, on peut passer à autre chose. Ne mélangeons pas tout. Philips, les respirateurs, c'est une nouvelle action, c'est en cours, c'est sur le site, vous verrez, c'est possible, c'est pas le jour. Là, pour lévothyrox, on va sur le site myleo.legal, que vous devez commencer à connaître, réouvrir d'abord les possibilités d'inscription à l'action contre la NSM et faire une nouvelle page d'explication pour vous offrir la possibilité de choisir l'action pénale. Et encore une fois, c'est vous qui décidez. Moi, je n'impose rien, je n'offre que des possibilités et à chaque fois, c'est vous qui choisissez. Si vous ne faites confiance, si vous voulez aller voir notre avocat, si vous voulez ne rien faire, c'est votre liberté. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc, laissez-nous quand même un tout petit peu de temps pour qu'on puisse organiser tout ça. Il faut d'abord que je mette en place aussi les mécanismes de règlement des sommes qui sont dues à ceux qui ont participé à la procédure devant la Cour d'appel de Lyon. Et puis après, qu'on ouvre à tous ceux qui voudraient maintenant essayer de bénéficier de cette jurisprudence que nous avons obtenue. C'est une bonne question. Je pourrais vous dire, c'est dans le contrat que vous avez signé. Dans le contrat que vous avez signé, il est prévu qu'une partie de l'article 700, donc des 300 €, soit partagée à moitié-moitié entre vous et l'avocat. C'est une première réponse. Et ensuite, il y a un honoraire de résultat qui est un honoraire complémentaire de résultat qui est de 10% hors taxe, donc de 120 € TTC, qui vient aussi pour être payé à l'avocat. Donc on va essayer de faire en sorte que vous receviez bien les 1000 € et on va voir, il faut que je fasse les calculs, combien ça fait sur l'article 700 et l'honoraire de résultat. Mais encore une fois, plein de malades ont participé, non pas pour gagner quelque chose en sonnant et trébuchant, mais pour qu'ils soient reconnus comme étant des victimes du comportement abusif de Merck et que Merck soit sanctionné à ce titre. Donc on va faire les comptes et vous aurez de toute façon le détail pour faire la part des choses. Si vous n'êtes pas content, vous reviendrez vers nous et on discutera. Bien sûr, vous avez payé de votre poche. Il y a une partie qui a été payée de votre poche. 50 combats pour 1000 € d'indemnisation. Comparé à ce qu'on suit. Oui, mais ça, alors, je suis entièrement d'accord avec vous. 1000 €, je trouve que c'est très faible. Je vais presque dire c'est ridicule. Mais pour les juridictions françaises, c'est beaucoup. D'abord parce que les juges sont mal payés. Ensuite parce qu'ils sont pingres. Il faut appeler un chat et ils ne sont pas généreux. Et surtout, je vais vous donner un élément de comparaison. Si vous avez une fracture du crâne,
fracture du crâne, c'est grave, hein. Eh bien, c'est difficile d'obtenir plus de 10 000 euros. Vous vous rendez compte? Je vais aller plus loin. Si vous perdez un enfant dans un accouchement qui se passe mal, c'est très mal indemnisé. Ça dépasse rarement les 20 000 euros. Donc vous voyez, il y a un problème sociologique vis-à-vis des juges qui ne comprennent pas la souffrance. Ils sont pas réceptifs. Donc on essaye de leur faire comprendre des choses, on essaye de faire passer des messages, mais ils sont encore limités. Et il faudra, je pense, beaucoup d'actions collectives comme celle-ci pour faire évoluer les choses. J'aurais préféré, à tout point de vue, que vous ayez plus de 1 000 euros, qu'on soit vers les 10 000. On n'a pas pu. On verra si on obtient mieux devant le tribunal administratif avec la NSM. On verra si devant le tribunal correctionnel on pourra obtenir plus. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Moi j'ai fait mes meilleurs efforts. Le juge a considéré que c'était 1 000 euros et pas plus. Oui, bien sûr, dommage que les 10 000 euros n'ont pas été obtenus, Mireille. Mais oui, mais je suis d'accord. Et vous savez, en justice, c'est assez rare d'obtenir 100% de sa demande. C'est surtout dans les demandes de dommages et intérêts. Au cabinet, avec mon associé Romain Sintès, on fait beaucoup de dommages corporels. On a appris la matière en quelque sorte sur le terrain avec le dossier des irradiés de Toulouse. Vous seriez étonné de voir comment les avocats des compagnies d'assurance ou des médecins ou des hôpitaux négocient les dommages corporels. C'est parfois très bizarre. Ils ont une approche qui est pseudo-objective, mais qui fait application de tables très compliquées, et on est très très loin de la réalité en fait. Et c'est très compliqué de discuter avec eux et de faire comprendre aux juges quel est votre état de souffrance. On a essayé, on n'est arrivé qu'à ça. Je suis désolé, mais c'est que ça. Cette jurisprudence va profiter à tous les malades, dans le lévothyrox, mais dans tous les dossiers. Et pas simplement les problèmes de médicaments, mais aussi les problèmes de dispositifs médicaux. Encore une fois, le respirateur Philips, on est pile poil dans la même application qu'en cette matière. Pour la procédure à NSM, tout est indiqué sur myleo.legal. MYLEO.legal. N'y allez pas tout de suite parce qu'on ne l'a pas encore réouvert. On va la réouvrir lundi parce qu'il faut faire des petits arrangements informatiques. Mais ça va arriver. L'important, c'est d'abord de fêter tous ensemble cette victoire, parce que c'est quand même une victoire. C'est une avancée jurisprudentielle. Certes, c'est pas assez, mais c'est déjà un début. Et on continue à se battre pour vous dans les autres dossiers, dossier ANSM et au dossier pénal. L'expertise médicale, elle est réalisée par un expert judiciaire sur ordre du tribunal. Donc le tribunal va désigner le docteur X, expert judiciaire, qui va vous recevoir, qui va analyser votre dossier médical et qui va aussi entendre la position de Merck. J'observe d'ailleurs que pour les avocats ou les procédures qui sont parties en expertise médicale, elles ont toutes été perdues jusqu'à ce jour parce que Merck a réussi à convaincre les experts médicaux. Par exemple, l'avocat de Merck, en plaidoirie, expliquait, mais vous voyez, cette dame qui essaie de se faire indemniser, elle était déjà en dépression avant le changement de formule. Parce que ça, il avait trouvé dans le dossier médical. Donc, on ne peut pas dire que sa dépression est imputable aux médicaments. À partir de là, si ce n'est pas imputable, ce n'est pas pris en charge. Dans un autre dossier, il avait dit, l'expert médical avait dit, oui, mais vous comprenez, l'été 2017 a été particulièrement chaud, madame est en surpoids, donc c'est la chaleur, c'est incroyable, mais c'est comme ça, c'est la chaleur qui est la cause de ces problèmes. Ça veut dire que lors de l'expertise médicale, il faut se battre pied à pied avec non seulement un avocat qui s'y connaît un petit peu, mais aussi avec un médecin conseil, parce que en face de nous, dans l'équipe de Merck, ils ont de très bons avocats, très bien payés, et des médecins et des pharmaciens. Et donc, et surtout, le cabinet d'avocats qui a pris Merck, c'est un cabinet qui est dans quasiment tous les dossiers médicaux.
Mediator, Dipakine, Androcure, Essure, etc. Donc on les connaît bien et on sait comment ils travaillent. Et ils travaillent bien. Donc il faut que nous, de notre côté, les dossiers soient bien faits, bien complets, bien préparés pour pouvoir se battre de mon point de vue contradictoire, parce que quand vous êtes sur le préjudice corporel, le plus important presque, c'est l'expertise. Je vous explique. Par exemple, il y a une question qui va être quelle est l'invalidité, et c'est un pourcentage. Je vous donne un exemple très concret. Si vous perdez l'usage d'un bras, ça vous donne droit à, de mémoire, 25% d'invalidité. Si c'est d'une main, c'est pas le même prix si vous êtes gaucher ou droitier, si c'est la main gauche qui est abîmée alors que vous êtes droitier. Donc il y a tout un tas de considérations comme ça. Et puis, après, il y a des considérations financières. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le taux d'actualisation. Curieusement, les assureurs des médecins et des hôpitaux ont tendance à utiliser ce qu'on appelle une vieille table d'actualisation qui date des années 80, lorsque l'espérance de vie des femmes était de 75 ans, des hommes de 75 ans et des femmes de 80 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle est plutôt de 87 ans pour les femmes de mémoire et de 83 ans pour les hommes. Ce différentiel d'espérance de vie change tout. Parce que comme vous avez plus d'espérance de vie devant vous, vous avez droit à une plus grande indemnisation. Mais si vous ne le savez pas, si vous faites confiance à l'avocat en face et aux indications qu'il donne à l'expert et au tribunal, vous passez à côté d'une indemnisation importante. Donc vous voyez, c'est tout ce travail, mais là ça concerne le préjudice corporel, c'est tout ce travail qui doit être fait lors d'une procédure d'expertise judiciaire contradictoire. Et c'est pour ça que ce travail important, lorsqu'on vous le proposera en ligne, il ne sera pas de la même façon que si c'était un travail simplement d'accompagnement à une simple procédure. Non, parce que l'argent, je ne l'ai pas dit ça, l'argent je l'ai déjà sur le compte CARPA. Ça veut dire que l'indemnisation des 3300 personnes de la Cour d'appel, elle est faite sur le compte CARPA, et c'est moi, tout seul, comme un grand, qui signe les chèques, donc je vais devoir faire 3000 chèques ou virements, pour justement indemniser. Donc ça va être assez rapide, à partir du moment où on aura revu tous les dossiers pour refaire les calculs pour être sûr que la personne a droit à temps. Et c'est pour ça que je vous dis, laissez-nous un peu de temps, on commencera à faire ça à partir du début avril, et j'espère, on verra si on y arrive, que au plus tard, allez, 3300 personnes à traiter, on peut traiter une quinzaine de dossiers par jour, 5 jours par semaine. Si tout va bien, fin mai, on aura terminé d'indemniser tout le monde. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas là-dessus, ça ne sera pas à la Saint-Glinglin, ça sera assez rapide, l'argent est déjà là. On va prendre chaque dossier, on va voir si vous avez payé tous les honoraires qui étaient dus, et on va vous dire, voilà, vous avez droit à temps, on fait les calculs, et on vous dit, voilà le montant que vous allez recevoir, et vous recevrez ce montant par virement ou par chèque. S'il vous plaît, par virement, c'est plus simple, hein, parce que j'ai pas envie de signer 3300 chèques. Donc par virement, et dans ce cas-là, si on n'a pas le RIB, on vous le demandera pour que vous le mettiez à jour et qu'on vous le fasse passer. Oui, parce que ça prouve déjà que vous avez à l'époque réagi et que vous avez signalé que vous aviez des problèmes suffisamment graves pour vous obliger à réagir. Donc c'est un élément de preuve supplémentaire dans le dossier. Donc à ce titre, ça vous facilitera l'indemnisation. Après, comme je viens de l'expliquer, pour le préjudice corporel, ça ne peut pas être que déclaratif, ça doit être forcément une expertise médicale contradictoire qui est organisée pour examiner votre cas particulier. Et c'est là, c'est toute la difficulté, vous le comprenez bien, de l'action collective qui redevient individuelle. Et c'est pour ça aussi qu'on avait fait la procédure que sur le préjudice moral. Le préjudice moral, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, a un gros avantage, c'est qu'il est le même pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de tenir compte de l'âge, du sexe, de la gravité des symptômes. Vous avez subi le même préjudice moral, donc on demande le même montant et vous recevez tous le même montant. En revanche, quand on passe dans le préjudice corporel, là, les situations sont complètement différentes d'un cas à un autre.
On va tenir compte de l'âge, du sexe, de l'état de votre maladie, des évolutions, si vous avez été hospitalisé, pas hospitalisé, si vous avez été obligé d'arrêter de travailler, pas obligé, est-ce que vous avez eu une assistance tierce personne, que sais-je encore, plein d'autres éléments qui sont uniques et qui vous concernent que vous. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps d'indemniser le préjudice corporel, parce que dans le cadre de l'expertise, on doit refaire complètement, en quelque sorte, votre vie médicale pour justement être le plus près possible, le plus juste possible de votre cas qui est particulier et qui est unique. Non. La plainte que vous avez faite, si c'est le cas, à la gendarmerie ou au commissariat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne sert qu'à vous signaler de manière importante auprès de la justice. D'accord ? Mais jusqu'à l'ouverture du procès, donc ce n'est pas encore le moment, vous avez le droit de vous constituer partie civile. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, et c'est encore une fois, vous voyez, on ne vous pousse pas à la consommation. Vous pourriez très bien dire, j'attends, je vais voir si la procédure d'enquête va jusqu'à son terme et si Merck et la NSM sont envoyés devant le tribunal. Vous pouvez très bien faire ça. Et ce n'est que devant le tribunal correctionnel, lorsque l'affaire est appelée la première fois, que là, vous pouvez encore vous constituer partie civile. Et se constituer partie civile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement vous voulez que le tribunal vous considère comme étant victime des agissements délictuels de Merck et ou de la NSM, et en plus, vous pouvez présenter une demande indemnitaire. Et cette demande indemnitaire, elle est de deux ordres. Elle est donc du préjudice corporel, si vous avez par exemple été hospitalisé, et du préjudice moral, si ce dernier n'a pas déjà été utilisé et indemnisé par la procédure civile. Ça, c'est un point très important. En droit français, on indemnise le préjudice, tout le préjudice, que le préjudice. Il n'est pas possible de s'enrichir, on le voit d'ailleurs, ils sont assez pingres, il n'est pas possible de s'enrichir avec une procédure indemnitaire. On est là que pour réparer, pour remettre les choses comme si rien ne s'était passé. Le problème, c'est que les juges ont une vision très restrictive de ce principe et donc indemnisent plutôt mal. C'est comme ça, on ne peut pas changer. Mais alors, je ne vous dis pas tout, mais je suis en train de préparer des surprises et je vous en reparlerai dans quelques semaines parce qu'on va aller chercher Merck sur notre volet, mais ça, vous verrez. Alors, là-dessus, Merck explique qu'ils ont changé cette formule parce que la NSM les aurait obligés. Or, nous avons des preuves que nous avons communiquées aux juges d'instruction qui prouvent que ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. C'est Merck qui a eu l'idée de changer de formule. Et pourquoi? Parce que son brevet, qui avait une durée de vie de 20 ans, arrivait à échéance en 2019. Donc en modifiant les excipients, eh bien, ça lui permettait de redéposer un brevet qui allait les protéger pour les 20 ans qui suivent. Donc c'est une affaire de gros sous, comme vous le dites. C'est simplement pour assurer le maintien de son monopole en France. Malheureusement, ça s'est mal passé, tant pis pour eux, et on va essayer de les poursuivre encore longtemps sur ces agissements délictueux. Je fais une parenthèse, il y a certaines personnes qui avaient prétendu faire une procédure au nom des victimes pour faire annuler le brevet. C'était d'abord une bêtise en soi parce que ça voulait dire que si le brevet tombait, il y avait un risque que les 2/3 des malades qui supportaient la nouvelle formule soient privés de cette nouvelle formule. Et ensuite, la Cour d'appel de Paris a considéré que les malades n'avaient pas d'intérêt à agir pour demander la nullité de ce brevet. Et bien évidemment, c'était prévisible puisque c'est une vieille jurisprudence qui était appliquée. Très simplement, la procédure contre la NSM, nous l'avons commencée au mois de septembre 2021. Et il y a 1100 personnes qui ont participé. Il y a eu en fait deux lots, il y a eu 700 et 600, et 400. Le tribunal administratif est déjà saisi de la procédure contre la NSM. Et pour le premier groupe de 600 ou 700 personnes. Et là, nous allons compléter pour le deuxième groupe. Eh bien, ce qui est prévu, c'est que si on réouvre là aujourd'hui, on va réouvrir pour un mois ou deux pour permettre aux gens qui veulent venir de participer. Et au mois de juillet, on mettra un troisième groupe et on demandera ce qu'on appelle une jonction de la procédure, puisque les arguments sont les mêmes, pour que le tribunal statue en une seule fois
pour les 1100, 1200, je ne sais pas combien vous serez, 1300, 1500, on verra. C'est à vous de décider si vous voulez participer ou pas. C'est sûr que c'est difficile. Mais je vous rappelle d'abord, c'est un point important, la démarche. Il faut d'abord que vous prouviez que vous preniez de l'ancienne formule du lévothyrox avant mars 2017. Cela, le plus simple, c'est soit une attestation de votre médecin, pardon, c'est mon comptable qui m'appelle, soit une attestation de votre médecin, soit vos ordonnances qui prouvent que vous preniez du médicament avant. Puis deuxième élément, il faut que vous établissiez que vous avez pris de la nouvelle formule après mars 2017. Pareil, c'est votre médecin ou votre ordonnance qui va vous le permettre de le démontrer. L'ordonnance, si vous ne les avez plus, normalement votre pharmacien les a, et s'il lui ne les a plus, normalement la CPM, la Sécurité sociale, doit les avoir. Ça, c'est le premier volet qui permet de démontrer que vous aviez bien pris avant et après du lévothyrox ancienne, nouvelle formule. Mais ça ne suffit pas. Il faut que vous démontriez que vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez pas bien. La meilleure solution, c'est que votre médecin, à l'époque, a noté dans votre dossier médical que vous étiez fatigué, il vous a prescrit des anxiolytiques, que vous avez été hospitalisé, il y a donc une trace à l'hôpital, etc., etc. Donc il faut chercher tous les éléments objectifs. Et si vous n'avez pas ça, ce qui est fréquent, vous pouvez demander à des tiers, des proches ou des amis ou des connaissances, de raconter ce que vous avez subi. Et vous verrez dans le dossier qu'on va mettre en ligne, on a un document qu'on a appelé le cahier de doléances et qui vous permet d'expliquer et de détailler ce que vous avez subi. Et ce document a été très utile à la Cour d'appel de Lyon puisqu'elle s'est appuyée dessus pour dire Madame a perdu des poignées de cheveux, Madame a été empêchée de travailler pendant 3 mois, etc., etc. Donc tous ces éléments, vous voyez, la preuve vous importe, mais elle doit être concrète. Et je rebondis sur la question de tout à l'heure. Et si vous avez fait un signalement dans lequel à l'époque vous avez signalé tous les problèmes que vous avez reçus, c'est un élément qui sera utile pour démontrer que vous avez eu des symptômes en 2017. Vous voulez dire que vous aviez envoyé déjà vos pièces dans le dossier civil. Qui dit quoi? C'est ça, ce qui? C'est un joli nom. Et donc, vous voulez qu'on utilise ces pièces-là. Oui, c'est un bon début, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. Ça, on vous le dira au moment venu quand on aura réétudié les pièces pour chaque procédure. Il faut bien comprendre que la procédure pénale et la procédure civile ont des règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un principe qu'on retrouve partout, c'est le principe du contradictoire. De la même façon, c'est-à-dire que tout document va être analysé par toutes les parties pour être critiqué et pour être mis en perspective pour trouver la vérité. L'autre grand principe qu'on va retrouver partout, c'est que si vous réclamez une indemnisation, c'est à vous de prouver qu'elle vous est due. Il ne suffit pas de la réclamer, il faut encore prouver que vous avez été victime de tel ou tel problème. Un incident de santé, etc., etc. Et c'est parfois très compliqué, surtout, encore une fois, qu'on a déjà vu dans les dossiers Merck, un comportement assez désagréable. On pourrait se dire que 5 ans après, c'est quasiment impossible d'expertiser votre corps, c'est clair. On ne va pas pouvoir aujourd'hui savoir dans quel état vous étiez il y a 5 ans. On vieillit, on grandit, on change, on prend du poids, on en perd. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Donc, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans. En revanche, et c'est pour ça que j'insiste sur le dossier médical, il faut réunir le plus possible d'éléments pour permettre de prouver que l'état dans lequel vous étiez il y a 5 ans est bien imputable et uniquement imputable au changement de formule. C'est pour ça qu'on ne va pas aujourd'hui faire véritablement regarder où vous en êtes, sauf malheureusement pour les cas les plus graves où le changement de formule a tellement déréglé le système hormonal que ça a pu déclencher des cancers hormonodépendants ou entraîner des récidives pour des cancers qui étaient passés, etc., etc. Mais là aussi, c'est un débat technique, un débat scientifique, un débat médical qui devra être mené avec votre avocat, mais qui sera juste là pour vous accompagner, et surtout un médecin conseil. Pour les dossiers
de cette importance, je le redis, il est indispensable de faire appel à un médecin conseil. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin conseil? C'est un médecin qui s'est spécialisé dans la gestion des dommages corporels et donc qui vous accompagne et qui va vous dire ce qu'il pense de votre dossier et quelles sont les chances raisonnables de gagner. C'est-à-dire que si par exemple il vous dit que vous n'avez pas de chance de gagner parce que la preuve va être impossible, il faut l'écouter. Parce que lui, c'est un scientifique, il a les moyens de savoir comment va raisonner l'expert judiciaire qui est désigné. De la même façon, s'il vous dit que le préjudice, il va être évalué, je dis n'importe quoi, une invalidité à 25%, c'est pas la peine de demander une invalidité à 100%. Vous ne l'aurez jamais. L'invalidité, elle sera entre 20 et 35%. Et c'est l'expert qui, en fonction de certains critères, pourra l'apprécier. Donc vous voyez, c'est compliqué et ça nécessite de monter un dossier complet. Non, c'est pas la peine. Si vous n'avez pas été malade ou pas tellement malade, c'est pas ici si c'est passé, si vous n'avez pas de séquelles, vous pouvez au moins demander le préjudice moral si vous n'avez pas été indemnisé par le tribunal civil. Voilà. Je pense que de toute façon, là, je vous réponds au fil de l'eau, mais on va essayer, et ça va nous prendre encore un peu de temps, de vous faire ce qu'on appelle une FAQ, donc un jeu de questions-réponses. Et puis, à partir du mois d'avril, et encore une fois, laissez-nous le temps de nous retourner, sinon on ne va pas y arriver, vous aurez toute une équipe super bien organisée, menée par un homme dont je n'ai pas dit le nom, mais qui est indispensable et qui nous a permis cette victoire, c'est Ehsan Sarali, qui est vraiment... qui dort pas, il est comme moi, il dort 3-4 heures par nuit, il n'arrête pas, il surveille tout, l'informatique, les relations clients, la gestion des équipes, etc. etc. C'est grâce à lui que l'équipe fonctionne bien. Pendant ce temps, moi, comme ça, j'ai un petit peu de temps de recul pour réfléchir sur le droit et essayer de trouver des solutions qu'on n'a pas forcément l'habitude de trouver. Donc, vous voyez, c'est un vrai travail d'équipe. Et encore une fois, c'est l'idée qui est derrière l'action collective, c'est que ensemble, on est plus fort. Oui, malheureusement oui. Ça, c'est un vrai problème. L'expertise judiciaire, ça coûte de l'argent. Certes, c'est remboursé à la fin si on gagne, mais ça, il faut investir. Et c'est pour ça il vaut mieux avoir une bonne assurance de protection judiciaire, parce que sinon, ça va consommer les 1000 euros. Une expertise médicale, c'est beaucoup plus cher qu'un avocat, c'est facilement 3000 euros. Donc, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça aussi qu'on vous conseillera d'aller faire cette demande d'expertise médicale que si vos préjudices sont suffisamment conséquents et peuvent vous permettre d'obtenir une indemnisation à la hauteur de vos espérances. Je suis désolé d'avoir ce langage de vérité, mais je vous le dois. Je ne suis pas là pour vous vendre du vent et pour vous dire que vous allez devenir millionnaire parce que vous avez pris ce médicament. On n'est pas aux États-Unis. C'est pas possible. En revanche, si on se bat bien, si on monte bien les dossiers, si on s'organise bien, vous pouvez avoir des chances raisonnables d'être indemnisé comme il se doit. Et c'est tout le travail que l'on fait avec l'équipe, encore une fois. Montant de la procédure pour la NSM, de mémoire, je crois que c'est 120 euros. Mais vous verrez sur le site, on ne va pas l'augmenter, ce sera le même prix qu'en septembre. Oui, on fait une demande de 15 000 euros par plaignant dans le dossier de la NSM. Mais c'est comme pour le dossier Merck, on avait dit 10 000 euros, on n'a pas eu les 10 000. Je ne peux pas vous dire combien le tribunal administratif va vous donner. Moi, j'ai des jurisprudences où en matière, par exemple, d'amiante, le tribunal administratif le Conseil d'État a octroyé 15 000 euros. J'ai une autre jurisprudence où, pour le préjudice moral d'une famille qui avait... le papa était à l'hôpital, il est décédé la nuit, et sans prévenir la famille, le monsieur décédé a été transféré à la morgue, et la famille a appris par hasard le lendemain matin qu'il était décédé et a retrouvé leur père et mari à la morgue, ce qui était évidemment extrêmement brutal et douloureux. Et pour cet exemple-là, le tribunal administratif, le Conseil d'État a octroyé 5 000 euros. Vous voyez, c'est compliqué de vous dire combien on va obtenir, mais on fera le maximum pour avoir le maximum. Oui,
il y a ce qu'on appelle le dialogue des juges, c'est-à-dire que les juges administratifs et les juges civils dialoguent sur des sujets qui sont à peu près les mêmes. Et notamment, par exemple, en matière de préjudice d'anxiété, le juge administratif était plutôt en avance par rapport au juge civil. Et puis maintenant, ils essayent de coordonner leur jurisprudence pour que ce soit à peu près traité de la même façon au civil comme à l'administratif. Donc ça nous sera utile. Alors, c'est un élément important, intéressant, qui permettra de démontrer que dans l'état dans lequel vous étiez à l'époque, mais ça ne suffira pas pour déterminer vos préjudices. Encore une fois, c'est un expert, médecin expert judiciaire, qui doit déterminer, alors, si vous voulez que je rentre dans les détails, je peux, en matière d'indemnisation du préjudice corporel, depuis maintenant, ça va bien faire 10 ou même 12 ans, on a ce qu'on appelle la nomenclature d'Entillac. C'est un grand magistrat, M. d'Entillac, qui a essayé de mettre un peu d'ordre dans l'indemnisation du préjudice parce que, à l'époque, on avait des différences de traitement très importantes. Si vous étiez jugé par un juge de la Cour d'appel de Toulouse, vous gagniez 5, et si vous étiez jugé par un juge de la Cour d'appel de Colmar, vous gagnez 1. Donc pour essayer d'harmoniser tout ça, ils ont prévu ce qu'on appelle une nomenclature, c'est-à-dire ils ont détaillé les préjudices en fonction de tout un tas de considérations un peu compliquées à expliquer ici, et qui permettent de guider la décision du juge. Donc cette nomenclature permet de prédéterminer en tout cas des fourchettes d'indemnisation. Et c'est dans ces fourchettes d'indemnisation que le juge va pouvoir aller fixer le montant. Déjà, de quels frais parlez-vous? Actuellement, nous sommes dans le cadre d'une procédure d'enquête, c'est la fameuse instruction judiciaire. Le juge d'instruction mène l'enquête. À la fin de son enquête, s'il estime qu'il a des charges suffisantes, c'est-à-dire des preuves suffisantes contre telle ou telle personne, telle ou telle société ou telle agence, il va faire ce qu'on appelle une ordonnance, il va rédiger ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi pour renvoyer ces personnes devant le tribunal correctionnel pour avoir commis telle ou telle infraction. Donc, ce n'est pas vous qui faites le renvoi, c'est le juge. Donc, on ne peut pas vous reprocher d'avoir participé à une procédure qui a été décidée par un juge. D'accord? En revanche, si on gagne, vous pouvez vous être indemnisé au titre des frais de procédure et vous pouvez, en plus de votre préjudice, obtenir des remboursements des frais de justice, ce qui est assez fréquent dans ce genre de dossier. Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'au pénal, on refait le match. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les mêmes juges et surtout, le juge civil n'a pas apprécié ce que vous appelez fatigue physique, changement de vie, baisse d'activité. Tout ça, c'est du préjudice corporel. Donc, on ne lui a pas posé la question. Donc, il n'a pas statué sur le préjudice corporel. Si vous êtes au pénal, après la question de la culpabilité, ça je ne vous l'ai pas dit, mais ça me paraissait évident, le tribunal correctionnel, son premier travail, c'est de statuer sur la culpabilité. Savoir si l'ANSM, Merck ou des dirigeants de l'un des deux ont commis des fautes pénales et sont à ce titre pénalement répréhensibles. Et donc peuvent être condamnés à des peines de prison pour les personnes physiques ou à des amendes ou des interdictions d'exercice pour les agences ou les laboratoires. Ça, c'est la première formalité du tribunal correctionnel, c'est la sanction. Et à côté de ça, dans ce qu'on appelle l'audience civile, qui vient forcément après l'audience pénale, vous avez la possibilité d'obtenir réparation. Et c'est dans le cadre de cette réparation que vous allez pouvoir présenter vos demandes de dommages et intérêts corporels notamment. Et donc, dans le cas de Cécile, les préjudices physiques, la fatigue, le changement de vie, la baisse d'activité, on va la présenter, mais c'est là où en face on va nous dire je veux une expertise, et donc on part pour l'expertise, et après on reviendra devant le tribunal. Vous avez une association qui regroupe des médecins conseillers de toute la France qui s'appelle l'ANAMEVA. ANAMEVA. Vous pouvez aussi regarder dans le bulletin si le médecin a un diplôme en tant que
un DU, un diplôme universitaire, dommages corporels. Vous pouvez aussi interroger votre compagnie d'assurance pour savoir s'il y a des médecins conseils à recommander. Parce qu'il faut bien comprendre que les compagnies ont aussi intérêt à ce que vous soyez bien indemnisé. Donc, il y a plein de moyens, mais sur Internet, en mettant médecin conseil dommages corporels, vous devriez déjà trouver, et surtout votre région, vous devriez en trouver un pas trop loin. Mais attention, c'est un médecin privé, donc il y a un honoraire à prévoir, et les honoraires sont très variables. Il y a des médecins qui sont très corrects, d'autres qui sont un petit peu olé olé. Donc, mais c'est indispensable pour faire la procédure jusqu'au bout. Ça, typiquement, c'est un préjudice qui n'est pas moral, c'est un préjudice corporel accessoire. Il y a dans la fameuse nomenclature d'Intillac que j'ai invoquée tout à l'heure, il y a un libellé qui prévoit prise en charge des traitements médicaux durant la vie du malade. Et donc, normalement, vous pourriez demander, attention, demander, ça ne veut pas dire que vous l'aurez, vous pouvez demander la prise en charge de ce traitement de substitution à condition que l'expert considère que c'est important. Oui mais non. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas être indemnisé deux fois pour le même préjudice. Autrement dit, si vous avez été indemnisé pour le préjudice moral ou civil, vous ne pouvez pas venir le demander une deuxième fois au pénal par exemple. D'accord? Ceci étant, devant la NSM, ceux qui n'ont pas été indemnisés sur le préjudice moral peuvent venir parce qu'ils n'ont pas participé, parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ils ont intérêt à venir. Et on verra combien ils donnent. Alors, en revanche, ce que vous pouvez cumuler, c'est le préjudice moral d'une part et les préjudices corporels d'autre part. Et dans les préjudices corporels, je vous le rappelle, il y a un certain nombre de principes. On a la souffrance endurée, l'invalidité, la perte le préjudice d'agrément, la prise en charge des frais médicaux complexes, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'items. Et donc, à chaque fois, on va vérifier si vous y avez droit. Si vous y avez droit, après, il y aura une évaluation. Et en fonction de cette évaluation faite par l'expert, il y aura une indemnisation qui sera déterminée par le tribunal. Donc vous le voyez, le préjudice corporel, c'est long. Il ne faut pas s'attendre à une décision dans le mois, ni dans l'année. Ça prendra certainement 1 ou 2 ans. Mais encore une fois, ça sera à vous de déterminer si ça vaut la peine de se battre pour le préjudice corporel. Pour le préjudice moral, ça vaut la peine quand même. Pour changer d'avocat, c'est simple. C'est un courrier recommandé à l'ancien avocat pour lui dire coucou, je m'en vais, et un courrier à l'avocat que vous choisissez pour lui dire coucou, je veux venir. Voilà. Encore une fois, c'est le client qui a la liberté de choix de l'avocat. Allez, je pense que là, on va s'arrêter. Le champagne, eh bien, peut-être que maintenant que les crises les Votirox, Covid sont un peu derrière nous, on pourrait imaginer que dans certaines grandes villes, vous prenez l'initiative d'organiser une manifestation, et si vous m'invitez, je viendrai vous voir, et peut-être qu'on boira le champagne, ce que vous voudrez, pour quand même fêter cette belle victoire, et surtout le fait d'être tous ensemble, parce que c'est quand même agréable d'avoir mené ensemble ce combat et d'avoir gagné. Et c'est sur ces peut-être paroles que je vais vous laisser, et on se retrouvera, j'espère, dans la réalité, en présentiel, très prochainement. Donc voilà, c'est une idée que je lance. Si vous avez envie qu'on organise dans les grandes villes, Marseille, Lille, Brest, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux, Limoges, que sais-je encore, Lyon bien sûr, eh bien, vous êtes des grandes personnes, vous prenez par la main, vous vous réunissez, vous en parlez entre vous, avec les associations avec qui vous êtes en bon terme, et puis on en reparle, et puis je suis sûr que ça fera des bons souvenirs pour tout le monde, parce que justement, on aura passé ce moment de convivialité tous ensemble. Je pense que c'est peut-être le mot de la fin, c'est quand même le souvenir que je garderai de ce dossier, c'est les rencontres que j'ai faites avec vous toutes et vous tous, un peu partout en France,
où à la fois j'essayais d'apporter un petit peu de réconfort, de l'information, de l'espoir. Et puis, en partie, j'ai rempli mon contrat. L'espoir a été respecté et on a gagné une grande et belle décision qui fait jurisprudence. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation qui en a même fait un communiqué de presse, ce qui prouve bien qu'elle voulait que le message soit porté au-delà du cercle des juristes. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.